cadre du deuxième café littéraire, initié par la Scène littéraire, qui est une association genevoise qui existe depuis maintenant 2 ans et qui a depuis l'année dernière donc initié deux prix, le prix du roman, du livre engagé, et un deuxième prix qui récompense l'ensemble d'une œuvre engagée. Et l'an dernier, donc c'est la romancière Emily Boom qui a été la lauréate de ce prix. Alors, le deuxième volet de la scène littéraire consiste à créer autour du livre et du roman produit par des auteurs africains ou afrodescendants ou noirs, des rencontres sur la place de Genève. Et c'est dans le cadre de cette deuxième rencontre que nous allons avoir le plaisir d'échanger autour de 2 jeunes romanciers qui incarnent vraiment une nouvelle forme d'écriture, une nouvelle forme de discours, en tout cas dans l'espace francophone. Donc je vais les présenter. Il s'agit donc d'Elgas, qui est journaliste, chercheur. Il est sénégalais. Il vient de la Casamance. En tout cas, il a grandi en Casamance. Il faudrait que tu éclaircisses ce point-là. Mais on peut dire que c'est un Casamançais, un Sénégalais aussi, parce qu'il faut rattacher la Casamance au Sénégal, hein, sinon on va avoir une disruption là tout de suite. Il est l'auteur d'un texte qui suscite beaucoup d'échanges, qui est puissant dans sa forme, qui interpelle la société sénégalaise. Donc c'est le récit Un Dieu et des mœurs, publié aux éditions Présence africaine. Il a été publié en fin d'année 2015. À côté de lui, donc Mohamed Bougarsar, qui est également un jeune romancier qui est arrivé avec fracas sur la scène littéraire avec un texte dont le titre est Terre Sainte, et dans ce titre déjà il y a un jeu, il y a déjà un jeu littéraire, un jeu de mots, et ce texte a été plusieurs fois primé, donc le prix Kuruma 2015 au Salon du Livre de Genève, le Grand Prix du roman Métis à Lille, décerné à l'île de la Réunion. Donc tu me préciseras aussi, vous me préciserez dans quel contexte. Et il y a un 3e prix, je crois, si je ne me trompe pas, sur lequel vous pouvez nous apporter des précisions. Donc moi, je présente les interlocuteurs. Timba Bema est camerounais. Il est un passionné de littérature. Il est écrivain lui-même aussi. Et c'est quelqu'un qui a lancé depuis quelques mois des chroniques détaillées, travaillées sur Facebook, où il porte tout son regard sur des œuvres littéraires. Il n'y a pas de restriction de champ géographique. Il peut autant travailler sur un auteur japonais que sur un auteur togolais. Et en tout cas, je vous encourage à découvrir ces rubriques sur Facebook, donc en cherchant la rubrique Timba Bema. Moi-même, je suis blogueur littéraire, Gangwelus, voilà, animant le blog littéraire chez Gangwelus. Alors, on va commencer. Et tout de suite, donc, le thème de ce soir porte sur les voix sénégalaises, les nouvelles voix, les voix sénégalaises, et on va se poser la question
des nouveaux, des héritiers de cette littérature sénégalaise qu'incarne Mohamed Bougarsar et Elgas. Et on va se poser la question de savoir s'il s'agit d'héritiers frondeurs. Donc le terme a suscité des grincements de dents. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste essayer un peu de parler de cette littérature sénégalaise, en tout cas d'en présenter les grandes figures, certaines thématiques, et ensuite on pourra avec Timba aborder un certain nombre de questions pour voir comment ces auteurs se définissent par rapport à cette littérature sénégalaise. Alors, donc, au niveau de la littérature sénégalaise, je voulais faire d'abord une présentation des grandes figures de cette littérature. Et donc, naturellement, quand on parle de littérature sénégalaise, on pense naturellement à Senghor, comme on dirait si c'est un père de la littérature sénégalaise, en tout cas c'est la première grande figure de la négritude avec Césaire et Gontran Damas. Et on peut considérer que c'est l'une des premières grandes figures de la littérature sénégalaise. On pense donc à sa poésie, on pense à son discours, on pense à son parcours, puisque c'est un auteur qui a terminé son parcours à l'Académie française. Donc, on parle de Césaire, mais on parle aussi des grands auteurs qui ont caractérisé les indépendances. Donc, on peut penser à Ousmane Socé, à Cheikh Hamidou Kane, Abdoulaye Sadji, David Diop, le grand poète David Diop, et Birago Diop, qui a introduit dans le champ littéraire les contes, les grands contes sénégalais qui aujourd'hui encore sont parmi les textes les plus vendus par l'éditeur Présence africaine. Et donc tout de suite face à ces auteurs, j'ai envie de poser une première question. Alors, j'ai cité quelques auteurs, mais la liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs autres grands auteurs sur cette génération. Je n'oublierai pas naturellement Ousmane Sembène, qui non seulement était écrivain, mais également cinéaste. Donc, déjà par rapport à ces premières figures, qui ne sont pas exhaustives, comment vous vous positionnez? Quel héritage? Comment avez-vous rencontré leurs textes? Est-ce que dans un cadre scolaire? Est-ce que dans un autre contexte? Comment vous vous définissez par rapport à ces premières grandes plumes qui ont fait la littérature sénégalaise? La plupart des auteurs que vous venez de citer sont des auteurs que, pour ma part, j'ai rencontrés d'abord en classe. Ce sont d'abord d'ailleurs des classiques, et l'une des étymologies très contestées du mot classique, c'est que ce sont des auteurs qu'on enseigne simplement dans les classes. Donc qu'il s'agisse de Senghor, qu'il s'agisse de Birago Diop, qu'il s'agisse d'Ousmane Sembène, d'Abdoulaye Sadji, etc., tous ces auteurs, leurs romans, leur poésie, leur théâtre, leurs contes, je les ai d'abord rencontrés en classe. Et d'une certaine manière, au départ, ils étaient plutôt des obligations, des contraintes. C'était des auteurs qu'il fallait d'abord, évidemment, connaître, dont il fallait connaître les travaux, les productions, dont il fallait connaître les textes. Je me rappelle d'ailleurs les récitations que je devais faire en classe, c'était toujours des textes de Senghor, ou des textes de Birago Diop, ou bien d'autres auteurs de cette génération-là, de la première génération des poètes nègres, comme on disait. Et disons que c'est après, avec les lectures, avec l'âge, avec la sensibilité qui se développe également, que j'ai commencé à pouvoir juger véritablement de quoi il en retournait et pouvoir me
commencé à trouver ma propre voie, voir vers quel texte spontanément j'allais, ce qui me plaisait le plus, ce qui touchait le plus ma sensibilité. Ça a commencé à venir un peu plus tard au lycée, disons. Et après, dans les études supérieures, là, j'ai commencé véritablement à pouvoir me positionner très clairement par rapport à tous ces auteurs-là. S'il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler de ma relation avec ces auteurs-là, je dirais qu'elle est toute simple et pour tous. C'est simplement que je les considère comme des auteurs qui ont nourri, qui font partie, qui ont contribué à définir ce que je suis aujourd'hui comme écrivain, parce que je les ai d'abord lus. Ce sont d'abord des lectures qui façonnent une géographie intérieure, qui façonnent une sensibilité et qui constituent un corpus que l'on a lu et qui est évidemment de ce point de vue essentiel parce que ça forme la sensibilité littéraire. Après, évidemment, ce sont aussi des maîtres qui nous appellent une chose, c'est qu'il faut être libre comme écrivain et que lire un auteur ne veut pas simplement dire l'imiter, ne veut pas dire être son disciple, ne veut pas dire reproduire systématiquement ce qu'il a produit. Ce sont d'abord, je crois, des maîtres de liberté. Et c'est assez paradoxal parce qu'ils vous apprennent à les contester. C'est en tout cas la leçon que j'ai retenue d'eux et j'essaie de l'appliquer du mieux possible. Les lire, connaître leurs textes, mais essayer de trouver ma propre voie littéraire, que ça s'agisse de voie avec E ou voie avec X. Voilà. Alors, Elias, toujours sur cette première vague, on essaiera de voir ensuite le rapport que vous avez avec peut-être la deuxième génération d'auteurs, mais quelqu'un de Boubacar Boris Diop et les grandes auteurs féminines sénégalaises. Comment vous réagissez à cette première question? Oui, commencer peut-être par un peu de chauvinisme, une fois n'est pas coutume. Sur la carte littéraire du monde, le Sénégal n'est pas encore inexistant, donc il y a des points lumineux qui crépitent un peu partout, donc qui sont incarnés par les noms que vous avez cités, que Mbougar a cités par ailleurs. Alors la rencontre, elle est toute naturelle, alors elle se fait d'abord en classe. Donc naître dans les années 90 nous condamne tous à lire Senghor, à lire David Diop, à s'extasier, et puis à en faire des modèles et des figures, un tout petit peu des icônes intellectuelles. Après, naturellement, quand l'âge s'affirme, quand les goûts le font tout autant, alors il y a une petite fibre plus libre qui grossit, on attaque les textes peut-être avec des yeux différents, on n'est plus dans une certaine forme de soumission inconsciente et puis d'allégeance à ce fait qui a marqué la scène intellectuelle sénégalaise de manière générale, et on les aborde avec beaucoup de gratitude. On les aborde avec beaucoup d'humilité et, mot essentiel, on les aborde avec beaucoup de liberté. Alors la liberté qu'on leur applique, c'est la liberté qu'on applique à tous les autres auteurs qu'il y a sur Terre, qu'ils soient congolais, qu'ils soient français, qu'ils soient latino-américains, parce que les livres ne sont pas des injonctions. À partir du moment où les livres sont considérés comme des sacralités absolues et indépassables, on tombe dans une optique unique qui n'est pas très très loin du fanatisme intellectuel. Et à l'image du fanatisme religieux, il est aussi problématique. Donc moi j'ai rencontré tous ces auteurs-là, et puis il y en a que j'aime beaucoup. Alors Senghor, c'est particulier. Vous avez été qualifié de père de la littérature sénégalaise. Voilà, on a plusieurs types de pères, des pères spirituels, des pères symboliques, des pères biologiques. Et là pour le coup, moi je pense que c'est un père plutôt symbolique. Un symbolique qui a été contesté par beaucoup d'écrivains, contesté jusqu'aujourd'hui, et pourtant, dans l'héritage qu'il nous laisse, c'est un monument, un point de repère pour beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une histoire familiale, c'est une histoire personnelle. J'ai grandi avec ces livres, mon père le déclamait, et aujourd'hui encore, quand j'ai encore besoin d'une petite retraite, je vais dire poétique, je prends un mot poétique de Senghor, je pioche et je déclame. Voilà. Ai-je la même relation avec les autres?
Non, chez Hamidou Kane, par exemple, son texte le plus important, donc L'aventure ambiguë, est un texte qui a voyagé, donc qui est parti partout. C'est un très grand texte de la littérature africaine. Donc Mbougar a très bien rappelé l'étymologie du mot classique. Donc on appelle ce texte classique. Alors, c'est un texte qui a été très très ardu pour moi. J'ai pas forcément accroché à l'histoire. En fait, j'ai pas compris quand j'étais enfant, et quand j'ai grandi, je pense pas avoir davantage compris, parce que le degré de philosophie qu'il y a dans ce livre est très très intense, et en tout cas il a nourri ma réflexion. Et je pense qu'un livre qui suscite déjà ça est déjà un livre en quelque sorte réussi. Alors, est-ce que nous incarnons de nouveaux discours? Est-ce que nous sommes les héritiers qui bifurquons vers un peu autre chose? Ça, il appartient, je vais dire, aux critiques, aux observateurs de le dire. Mais en tout cas, pour résumer un tout petit peu, le rapport qu'on a est un rapport, je vais dire, de liberté, de respect, mais d'insouciance littéraire au sens complet du terme. C'est-à-dire ce qui implique aussi la possibilité d'aller vers autre chose, qui ne soit pas forcément la renonciation, ni, je veux dire, de la disqualification, mais, comme toujours, essayer de trouver peut-être sa propre voie aussi. Alors, on observe sur la deuxième génération, qui est peut-être un peu plus accessible pour les lecteurs contemporains que nous sommes, et qui est incarné principalement par des auteurs comme Boubacar Boris Diop, comme Aminata Sofal, Mariam Abba, Kate Boukoul. On est là face à une littérature qui nous pose, cette fois-ci, pose des thématiques très fortes, des questions de société, souvent, qui touchent le pays, qui touchent le Sénégal. Parfois le débat sort du Sénégal, avec Boubacar Boris Diop qui aborde la question du génocide de Rwanda par exemple. Et j'ai envie, juste très rapidement, et ensuite je donnerai la parole à Timba, par rapport à ces figures, dans la forme de la prise de parole, que ce soit Mariam Abba ou une Ken Boukoul ou Boubacar Boris Diop, j'aimerais juste sur cette génération-là, desquels vous vous sentez le plus proche, mais sur le plan de l'écriture, sur le plan de, voilà, sur la manière de s'exprimer, de pouvoir, la forme artistique, desquels de ces auteurs vous vous sentez le plus proche? J'ai à côté de moi 194 cm de splendeur littéraire, donc je laisserai Mbougar répondre d'abord. Je pense que sur le style littéraire, il a peut-être des choses de plus à dire que moi. Je crois que tu es très très modeste, parce que mes enfants, plus que honneur aux dames, comme tu dis. Je crois que sur le plan de la proximité, du style, de la construction, de la forme, pour le dire de façon très sommaire et ramassée, je me sens très proche d'Aminata Sofal. Tout simplement parce que je crois que par sa langue, qui est une langue, somme toute, très classique, et par classique, je ne veux pas dire asséchée, ossifiée, mais plutôt une langue limpide, extrêmement claire, qui donne tout de suite à voir ce dont elle parle, qui montre tout de suite très bien les choses. Je me sens très proche de cela. Il y a aussi une espèce de réalisme. Là aussi, je mets de gros guillemets, parce que c'est très très... Il y aurait d'autres épithètes à apporter, mais je crois que son écriture a quelque chose de très réaliste, puisqu'elle s'attaque à des sujets de société très prégnants, qu'elle analyse, et qu'elle est vraiment enracinée dans une société donnée, qu'elle en a compris les codes, et qu'elle essaie pourtant, par l'intensité et la puissance de son exploration littéraire, de les élever à quelque chose d'assez universel. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, je relis toujours avec un plaisir renouvelé La grève des Batous, ou bien Le Revenant, ou bien L'appel des arènes. Voilà, ce sont des textes qui aujourd'hui sont extrêmement importants pour moi. J'ai eu la chance de rencontrer Aminata Sofal il y a quelques mois, et je le lui avais dit. Donc voilà, j'aime beaucoup Aminata Sofal. Il y a aussi un autre romancier que j'aime beaucoup,
dont je ne suis peut-être pas proche par les thèmes ni par le style, mais dont j'admire profondément l'œuvre, que je trouve injustement méconnue, qui est Abbas Ndione. Voilà, Abbas Ndione, grand auteur, que l'on réduit malheureusement au polar, mais qui, je crois, a aussi une espèce d'instinct assez bestial et extrêmement précis dans la façon de saisir la turbulence de l'Afrique urbaine, voilà, de l'urbanité, des villes en Afrique. Il est extrêmement fort pour cela. Je cite là deux auteurs, mais je dois aussi dire que tous les autres auteurs, qu'il s'agisse de Ken Bougoul pour la liberté extraordinaire de son ton, ou bien de Boubacar Boris Diop pour l'acuité qu'il a, qui vient sans doute de sa casquette de journaliste, qu'il a pour saisir aussi des problèmes, des drames. Voilà, chacun de ces auteurs-là a quelque chose que j'aime, que j'admire, mais la sensibilité fait qu'on est plus attiré sans doute par certains auteurs. Voilà. Alors, j'aimerais juste revenir de 2 petites minutes sur une question qui me paraît fondamentale, sur la question de la temporalité. Alors, la première génération évoluait dans ce qu'on appelle, dans ce que Georges Balandier a appelé très clairement la situation coloniale. Elle a coloré beaucoup les œuvres, elle a expliqué beaucoup d'orientations, elle a expliqué aussi les styles, les thèmes et tout le reste. Et je pense qu'on ne peut pas se déprendre de ce contexte-là si on veut comprendre ce qui s'est passé dans ce premier temps. Et ce premier temps a été après dominé par le faste des indépendances. Une deuxième génération est arrivée, donc c'est les générations dont vous avez cité les noms iconiques. Et les thématiques ont forcément un tout petit peu évolué. Donc l'Afrique était libre, même si cette liberté était négociée, pas totale, ça c'est un autre sujet. Et on a commencé à regarder les problématiques intérieures avec peut-être un peu plus de liberté, un peu plus de variation, un peu plus d'acuité. Et ça, je pense que c'est une distinction assez claire à établir. Et donc cette progression d'ailleurs, elle continue. Alors, pour parler des auteurs dont je me sens proche, je me rappelle, à l'école, j'aimais beaucoup les dictées. Il y avait donc, on avait des annales, donc on compilait toutes les dictées. Et il y avait une dictée que j'avais mémorisée quand j'étais gosse. Donc ça commençait comme ça, je vous la fais court, donc n'ayez pas peur. C'est un jour, je n'ai pu terminer la prière du crépuscule à ma guise. Des hurlements venus d'or m'ont fait bondir de la natte où j'étais assise. Debout sur la véranda, je vois arriver mes 2 fils en pleurs, à l'huile des Malik. Le corps ensanglanté, des genoux sanguinolents, etc., etc. C'était extrait d'une silanglette de Mariam Abba. Et je l'ai découvert après. Quand on a des sonorités comme ça en tête, à 10, 11 ans, et qu'après à 20, on redécouvre un texte, c'est quelque chose de grandiose. Et puis, cette poésie de Mariam Abba, qui n'est pas dans l'écriture particulièrement emphatique, non plus sèche, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et Mbouya a cité aussi deux noms que j'ajouterai aussi à mon panthéon littéraire, même si je ne me sens pas forcément directement proche de Aminata Soufal, c'est formidable. Le style, alors moi j'ai tendance à rapprocher son style avec le style de Mariam Abba. Voilà, je pense qu'il y a un souffle féminin qui n'est pas forcément dans la volonté d'en découdre tout de suite. Il y a une forme d'ondulation, il y a une forme de dandisme féminin, une manière de toucher les choses avec du velours au bout des gants qui est très très jolie. Et dans des contextes particulièrement difficiles, et j'ai été sensible à ça. Mais forcément, j'aime bien aussi les écritures qui braillent, qui gueulent, voilà, qui montent dans le ciel, qui ont des clameurs comme ça, qui sont contestatrices. J'aime ça. Et donc forcément, même si au niveau des idées, il n'y a pas forcément de convergence, Boubacar Boris Diop est un auteur que je respecte beaucoup. Il a une cohérence dans sa pensée depuis très très longtemps. Il a un style, et c'est une chose que j'aime beaucoup. Alors ça a à voir avec aussi le fait qu'il soit journaliste, le fait qu'il observe ces choses-là avec un intérêt direct, et qu'il soit, on peut affranchir aussi de
de l'exigence artistique qu'il peut y avoir dans un roman. Et j'ajouterais, pour terminer, une auteure avec qui j'ai eu une relation assez complexe. Les gens qui vont me découvrir dire ça vont peut-être sauter au plafond. J'ai convoqué aussi dans mon panthéon Fatou Diop, et j'ai eu des mots assez durs envers elle suite à une vidéo parue voilà, qui a fait le buzz très très vite et qui me paraissait être très très simpliste dans sa formulation. J'évacue, et ces livres sont un cri de colère d'une puissance. Alors il y a un tout petit, les préférences nationales, ce sont des nouvelles. Alors les nouvelles, c'est les parents pauvres de la littérature, on ne les respecte pas trop, c'est dommage. Et pourtant, il y a un éclat, il y a une profondeur, il y a un cri, il y a un dandysme littéraire dans son œuvre qui est absolument génial. Alors l'œuvre, cette colère-là ne colore pas tout, mais colore une partie de son œuvre. Et j'ajouterai pour terminer Ken Bougoul, dans une société patriarcale où l'hygiénisme sexuel domine, elle a réussi quand même avec une liberté de ton, un panache, à accoucher le secret des lits sénégalais, et ça je pense que c'est quelque chose de grandiose. Timba. Voilà, donc on constate en fait donc, nos invités, comment on dit ça, ils revendiquent donc certaines donc une certaine filiation avec les auteurs sénégalais, et en même temps aussi ils se démarquent, donc ce qui se ressent très bien. Mais j'aimerais qu'on entre un peu dans la fabrique de l'écrivain, parce qu'on sait quand même que l'écrivain il se construit en imitant d'abord, donc il imite beaucoup, et à force d'imiter il trouve ce qui peut arriver aussi, même si c'est souvent compliqué comme itinéraire, à trouver son style, à trouver sa voix, surtout sa voix. Et je serais comme ça curieux de savoir quels sont les écrivains que vous avez essayé d'imiter. Voilà, donc... Oui, question sous de fausses apparences naïves, assez piégeuses. Je vais vous revenir. Non, mais sérieusement, écrire, c'est imiter un tout petit peu. Voilà, écrire, c'est un peu rendre hommage à ceux qui nous ont procédé, ceux qu'on a aimés. Voilà, c'est quelque chose de très très important, il me semble. Alors, mon premier coup de cœur, c'est un auteur français finalement classique que tout le monde cite, hein, voilà, il n'y a rien de nouveau, c'est Balzac. Alors moi je découvre la comédie humaine par un texte, Le Père Goriot. Je m'amourage très rapidement des aventures de Vautrin. Vautrin apparaît dans un autre livre, Les Illusions perdues. Il apparaît aussi dans Splendeur et misère des courtisanes. C'est la trilogie de Vautrin. Donc c'est un personnage un tout petit peu émancipé des dogmes, avec un discours assez libre, et qui avait un discours très très lucide sur le monde, qui m'a ôté un tout petit peu la naïveté adolescente des yeux. J'ai voulu forcément imiter Balzac, mais il faut se rendre à l'évidence. Les mots sont très grands, on flotte dedans. Et on a vite fait bon choix d'aller chercher quelque chose qui nous ressemble le plus. On imite, mais très vite, on se rend compte que le défi de la littérature, c'est d'avoir son style propre. Et on est nourri par autre chose. Moi, je cite souvent un auteur qu'en Afrique, au Sénégal, en tout cas, on ne connaît pas beaucoup. Voilà, qui est peut-être même pas dans le landerneau littéraire. Il s'appelle Pierre Desproges. Voilà. C'est quelqu'un qui est un humoriste, un styliste de la langue absolument prodigieux, qui régale autant dans le registre de l'humour que dans le registre linguistique. Voilà. Je peux citer d'autres auteurs aussi. Et il cite d'ailleurs Desproges, il m'a conduit à aller lire Alexandre de Vialat, par exemple, Marcel Aimé, je veux dire, Victor Hugo, forcément incontournable, le cri de Césaire, l'ironie de Césaire, Bernard Quirini. Bon, enfin, à chaque fois qu'on liste, comme le dit le proverbe sénégalais, on risque d'oublier. Voilà, il y a beaucoup d'autres auteurs après qui nous nourrissent dans leurs travaux, mais après, l'idée c'est d'avoir à forger son propre style. Mais on commence immanquablement par l'imitation, parce que l'écriture ne naît pas d'une page blanche. La première des pages blanches, c'est celle de la lecture, et après on essaie de faire ce que l'on peut. Voilà. L'imitation ne doit pas être perpétuelle, elle ne doit pas être de la singerie, elle doit être de l'inspiration. Je pense que l'équilibre se trouve dans cette frontière-là. J'aimerais citer Valérie, Paul, pas Trierweiler.
Paul Valéry a écrit un jour quelque chose que je trouve très très juste. Il dit rien de plus original, rien de plus soi que d'imiter les autres. Mais encore faut-il les digérer. Le lion est fait de moutons assimilés. C'est une citation que je trouve extraordinaire parce qu'il dit que non, que l'imitation, c'est l'originalité. Il dit ça d'abord. Il dit ensuite qu'il faut manger les auteurs qu'on lit. Donc, pas se contenter de tuer les pères, mais aussi les manger, les digérer. D'ailleurs, tuer les mères aussi. Je ne vois pas pourquoi les pères seraient les seuls à mourir dans cette histoire. Tuer les pères, tuer les mères, les manger, les ingérer, faire en sorte que leur substance devienne notre propre substance, et ensuite seulement être capable d'écrire quelque chose qui soit à peu près juste. Moi, je suis tout à fait en phase avec cela. C'est-à-dire que les auteurs, il faut d'abord les lire profondément, ensuite les imiter jusqu'à la nausée, et ensuite seulement pouvoir être capable d'écrire quelque chose qui soit personnel. Personnel, mais à la fois nourri d'une lecture, de lecture. Et de ce point de vue, je serais bien en peine de dire précisément les auteurs que j'ai imités pour la bonne simple raison que j'ai longtemps été, et jusqu'à présent, sans doute, un grand caméléon ou un grand mangeur d'auteurs. Ce qui est à peu près la même chose ici. Mais, cependant, je dois dire que l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on s'est connus, ça a été Balzac aussi. Parce que on s'est découvert en discutant un jour, parce qu'il avait un blog auparavant que je lisais beaucoup, où il parlait beaucoup de Balzac. Et comme c'était une époque où je lisais beaucoup Balzac, ça m'intéressait de voir ce qu'il en pensait, et je me suis rendu compte qu'on avait un certain nombre de points de vue qui convergeaient sur l'amour qu'on portait à cet auteur-là. Et si lui s'est attaché à un personnage en particulier, mais à toute l'œuvre, mais à un personnage en particulier, moi en revanche, j'ai beaucoup plus aimé l'œuvre en général. Pas seulement les personnages, mais toute l'œuvre, la façon dont elle est amenée, et cette espèce d'impureté qu'il y a chez Balzac. C'est que ce n'est pas celui qui va écrire de la façon la plus limpide qui soit, mais dans sa puissance même, il a cette capacité à embrasser tout un monde et à le rendre de façon extraordinaire en littérature. Et c'est ça que j'ai aimé, que j'ai essayé d'imiter. J'ai aussi essayé d'imiter Senghor en faisant de très mauvais poèmes. C'est normal, il faut commencer par là. J'ai aussi essayé de faire des pastiches ou des parodies de certains livres d'Aminata Sofa. À une époque, je voulais écrire un livre qui serait d'une certaine manière le prolongement, mais aussi une parodie de l'Appel des arènes, mais que j'ai abandonné. Mais ça aussi, c'était une tentative. Et jusqu'à présent, il y a des auteurs que j'essaie parfois d'imiter, de me dire, si je devais écrire dans la peau d'un tel, comment j'aborderais un problème. Ça permet d'avoir un angle, une attaque, d'avoir une certaine idée du style, mais je pense que naturellement, on s'en émancipe. L'essentiel, c'est de les avoir lus d'une certaine manière. Je rajouterais juste un petit mot pour compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai une formation aussi de journaliste. J'ai fait de la communication, option journalisme, et je suis actuellement donc chercheur en sociologie, donc je finis actuellement une thèse. Donc forcément, ça imprime quelque chose à mon texte. Donc voilà, autant j'ai été dans la marmite littéraire très tôt, c'est une passion. On va dire la vocation, le journalisme est une vocation, et la sociologie est un métier. Les trois ont en commun une chose, c'est la parure linguistique. Et donc j'essaie de convoquer tout ça dans mon texte. Et l'imitation, pour clore le propos, l'imitation, parfois elle est reprochée aux auteurs quand on sent assez nettement
d'où provient l'influence. Et ça, faut éviter ça à tout prix. Faut pas l'éviter en disant oui, je vais essayer par des tours de passe-passe, par des astuces, par des stratagèmes, essayer de déjouer ça tout en imitant. Si tout l'enjeu de pouvoir peaufiner son propre style, même si tout a été dit il y a 2000 ans, même si tout a été écrit, le défi pour chaque écrivain, c'est de convoquer toujours un peu d'originalité. Alors, l'originalité rétrécit à travers chaque génération comme peau de chagrin, mais je pense que notre défi, c'est de pouvoir proposer au lectorat quelque chose qui soit différent, un canal par lequel on exprime des sentiments peut-être identiques, mais en touchant d'autres nerfs. Voilà. Si tu me permets juste de rebondir un petit peu là-dessus. Donc, depuis que le prix Nobel de littérature 2016 donc, a été attribué à Bob Dylan, donc, ce qui nous laisse donc, justement penser que d'autres sources aussi comme ça doivent être convoquées pour les influences. Donc je veux déjà vous remercier de votre ouverture, de nous parler justement de ce que vous avez essayé d'imiter, ce qui est toujours très intéressant dans la compréhension de vos démarches. Et moi, je serais un peu curieux de savoir, par exemple, notamment j'ai noté que Elga citait Jacques Brel, par exemple, de savoir quelles peuvent être vos influences musicales. Bon, chez Mbougar, on est dans un environnement fondamentaliste, donc où la musique n'a pas du tout sa place, mais est-ce qu'on peut éventuellement considérer que la musique, par exemple, ou bien d'autres formes justement donc, de création, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, aient pu être des grandes sources d'influence pour votre travail? Oui, après Balzac, on pousse quand même la cohérence jusqu'à avoir beaucoup d'idoles communes. Hein. Il faut qu'on arrête, monsieur ça. Heureusement qu'on ne partage pas. Ça. Non, alors, Brel, on a passé une nuit à parler de Brel, de Balzac, de Zidane, qu'on a en commun. Voilà. Brel, oui, moi, la littérature, enfin, la variété française, comme on dit très très généralement pour schématiser, oui, je suis tombé dans ça, ça a été une inspiration parce qu'il y a le génie du texte dedans. On prend un texte d'Aznavour, il y a l'interprète qui est majestueux, mais si c'est pas porté par la qualité du texte, voilà, l'ensemble ne s'envole pas. Voilà, Brel, oui. Alors, j'ai toujours eu une passion pour donc la musique sénégalaise, tout naturellement. Et récemment, je me suis intéressé à la loufoquerie des paroles, à la loufoquerie qui côtoyait aussi une certaine forme de splendeur, des métaphores philosophiques absolument géniales. Voilà. Et dans tout ça, on va puiser quelque chose. Nous sommes dans une errance, je veux dire, où on gobe à gauche et à droite dans la musique, dans le théâtre, dans les arts, dans le sport, quelque chose de nature à nourrir ce que l'on fait. L'écrivain, qu'est-ce que c'est? Il ne fait pas autre chose que ce que faisait l'ethnologue. Il est là, il regarde et il écrit. Voilà. En essayant d'avoir donc derrière lui le regard sur ce qu'on va appeler la revue de littérature, si on veut utiliser un terme technique, c'est-à-dire ce qu'on a écrit sur le sujet avant lui, et après ce qu'il peut produire à partir de sa démarche personnelle. Mais les inspirations, elles sont naturellement plurielles. Donc elles ne peuvent pas être circonscrites au seul et au simple rayon littéraire. Eh bien, le fondamentaliste va répondre en me disant que, bien au contraire, je crois que ce serait même assez contradictoire d'enfermer la littérature dans son genre propre, dans la mesure où tout simplement l'une des origines, l'origine même de la littérature est dans la poésie, c'est-à-dire dans la musique, dans la déclamation, dans la façon de mettre dans une parole humaine une épopée qui était écrite et qui était chantée aussi. Et de ce point de vue, et c'est d'ailleurs l'une des choses que j'ai beaucoup aimé chez Senghor aussi, c'est qu'il a toujours revendiqué la nécessité de remonter à quelque chose de chanté dans la poésie. Et il a toujours cité ce qu'il appelait ces trois grâces, c'est-à-dire trois griottes de son village qui étaient
ses poétesses, les poétesses de son enfance, et qu'il écoutait beaucoup. Et il se trouve que, comme Serrer, j'aime beaucoup Yandé Kodoussen, qui a été la griotte personnelle de Senghor. Je trouve, d'ailleurs, lorsque Marie Cattier est là, qui représente Présence africaine, quand elle m'a demandé la première fois quel air de musique penses-tu qu'il pourrait peut-être éventuellement accompagner ton texte, je lui avais donné deux noms. Je lui avais parlé d'Ali Farka Touré et de Yandé Kodoussen, de n'importe quel air de Yandé Kodoussen, tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait dans sa voix un mélange absolument détonnant de puissance vocale et puis de fragilité dans les sentiments qui étaient exprimés. Et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Par ailleurs, il y a aussi Brel, évidemment, que j'aime beaucoup. Je suis également un grand fan de Brassens. Et depuis très peu, j'essaie de m'intéresser au cinéma. Et de façon plus particulière au rapport entre littérature et cinéma, entre texte et image, si vous voulez. Parce que je trouve qu'il y a des interactions assez, parfois très, très essentielles, pour la simple raison qu'on écrit aussi avec des images. Et l'un des auteurs que j'aime beaucoup, qui est Ousmane Sembène, a expérimenté les deux, a parfois mis en scène certains de ses textes, etc., etc. C'est une réflexion qui nourrit. Et comme disait mon camarade, il faut être capable, comme écrivain, je crois, de pouvoir tirer son style ou sa voix de tout observer, absorber comme une éponge, et ensuite simplement transformer tout cela dans la cuisine interne, qui est la cuisine de l'écriture, de la langue, on peut dire. Voilà. Alors, on est sur le sujet de la fronde, de la rupture, et naturellement l'idée d'observer à quel niveau, d'abord, est-ce qu'il y a un fronde finalement, et en venant de Paris jusqu'ici, on a vu que vous avez une certaine forme de distance par rapport au terme, mais d'ailleurs, je vais vous inviter à réagir dans un premier temps sur cette notion de filiation et finalement le chemin que vous prenez, de quelle manière vous vous démarquez de ces pères de la littérature sénégalaise, de la deuxième génération, comment vous vous démarquez, et j'ai envie de vous poser la question aussi de l'impact finalement de la littérature sénégalaise. C'est-à-dire, finalement, au Sénégal, quand je vous écoute, je comprends que de nombreux auteurs sont lus à l'école. Qu'en est-il au-delà ? Quand vous écrivez, est-ce que vous avez le sentiment de toucher un public au Sénégal ? L'Afrique, on verra après, mais au Sénégal, est-ce que vous avez, quand vous touchez dans les textes qu'on abordera tout à l'heure, des sujets extrêmement forts, sensibles, vous avez un regard qui est porté sur le Sénégal, mais est-ce que vous avez une surface de réception ? Oui, c'est la tragédie sur laquelle se bute notre impuissance, en quelque sorte. C'est qu'on est maître de ce que l'on écrit. Après, on n'est pas maître du lectorat, de la distribution et puis des aléas qu'il peut y avoir. Quand j'ai écrit mon texte, je me suis dit, voilà, je souhaite qu'il soit d'abord lu au Sénégal. C'était parce que j'abordais des problématiques sénégalaises qui me paraissaient urgentes. Il me semblait tout aussi urgent que ce soit lu au Sénégal pour que les débats puissent émerger, je veux dire. Alors, on peut attribuer ce fait à deux choses. Une, qui est peut-être une critique parfois abusive, qui tend à dire qu'on n'a pas une culture de la lecture au Sénégal, ce qui est fou. Mais la vie culturelle reste animée par des pôles qui sont quand même urbains et élitistes. Donc la problématique de la surface de réception, elle rétrécit dans les centres urbains particulièrement. Donc ça, c'est un problème sur lequel on n'a aucune forme d'emprise. Voilà.
on laisse nos textes et puis le bouche à oreille, les émissions qu'on peut faire pour les défendre, les débats qui émergent au gré des calendriers institutionnels, associatifs, des ONG, enfin peu importe, font le reste. Mais force est de constater qu'on n'est pas lu à la hauteur de ce que l'on souhaiterait dans nos pays. Alors, il y a une surface de réception où le livre circule plus facilement, c'est la diaspora. Voilà. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que l'agenda de la diaspora n'est pas forcément l'agenda africain. Et que la diaspora ne doit pas, assujettir l'agenda local, qui est infiniment préoccupé par d'autres problématiques. Voilà. Après, ça, malheureusement, à part mon impuissance à opposer sur la surface de réception, je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. J'espère que ça va changer, j'espère qu'il y aura une vie culturelle. On parlait de Senghor. Senghor a essayé de faire émerger au Sénégal une vie culturelle très très forte. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui que le gouvernement s'investit autant que Senghor pour promouvoir cette culture à l'école. Quand on a rencontré, par exemple, ces textes-là à l'école, on n'a pas suscité en nous l'appétit de la discussion et du débat. On les a reçus comme des héritages, on devait les ingurgiter, et puis nous représenter ces auteurs-là comme des boussoles, des repères, de relief intellectuel auxquels on devait s'identifier. Voilà. Naître dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, au Sénégal, nous a imposé en fait les idoles. On n'avait pas le choix. Mais ça a à voir avec une temporalité qui a une descendance beaucoup plus longue. Après, sur les voies que l'on choisit, nous, alors ce serait prétentieux à 28 ans avec un seul livre d'avoir l'outrecuidance de dire oui, je choisis une autre voie pour essayer de me dégager d'un héritage. Non, la démarche d'écriture, elle est beaucoup plus humble que ça. Moi, je suis parti au Sénégal, j'ai vu des réalités qui m'ont crevé les yeux, j'ai vu une urgence. Avec la maturité de l'âge, avec la sensibilité de l'âge, j'ai cru bon, opportun, de décrire ce que j'ai vu. Voilà. À ce moment-là, je ne pensais ni à Senghor, ni à Cheikh Anta Diop, ni à essayer de faire des trublions dans un héritage. Mais le renouvellement d'une scène littéraire, c'est une question de temps, c'est une question de génération, c'est un processus naturel. Tout ce que je revendique, c'est que la problématique de Senghor n'est pas forcément la mienne. La problématique de Cheikh Anta Diop n'est pas forcément la mienne. Je n'ai pas d'agenda à respecter. Le seul agenda qui me paraît urgent, c'est ce que je vois et qui me pose problème. Et j'essaie de parler donc de l'excision, je parle de l'homophobie, je parle de la religion, des sujets qui sont très très délicats, qu'on n'a jamais... Enfin, je sais pas, je pense pas qu'on les ait abordés avec une attitude aussi frontale et aussi directe. Mais en tout cas, l'idée, c'était de faire émerger tout de suite un débat au Sénégal. Il tarde à arriver, mais je ne perds pas espoir. Donc voilà, mais on ne se pose pas la question de savoir si on va ailleurs. Tout ce que l'on fait, c'est le respect et la liberté. Mohamed Garsar, comment vous réagissez à cette question déjà fronde, et ensuite j'ai envie même de pousser la question de la surface de réception avec l'initiative de Boubacar Boris Diop qui a écrit déjà un texte en Wolof et qui a initié la traduction de 3 grands textes francophones en Wolof. Et j'ai envie de savoir si pour vous la lecture en langue locale est peut-être un moyen d'étendre la surface. Voilà. Mais très rapidement, comme ça, on va basculer sur la deuxième volée de la rencontre. Alors, très rapidement, je crois que oui, que lire en langue nationale pourrait contribuer à augmenter le nombre de lecteurs. Simplement, la problématique reste quand même la même. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'écrire en langue nationale ou de publier, de traduire un certain nombre de livres en langue nationale pour croire qu'on est arrivé. Je crois que tout cela doit s'inscrire dans une dynamique plus générale qui fait qu'en même temps qu'on publie, qu'on écrit en langue nationale ou qu'on traduit des classiques en langue nationale, il faut aussi que s'accompagne l'apprentissage à un niveau très
très général de cette langue-là, avec tout ce que ça suppose, ses codes, sa grammaire, sa graphie, etc., etc., etc. Je ne crois pas qu'il n'est pas très simple pour quelqu'un qui n'a jamais étudié le Wolof, qui le parle mais qui ne l'apprend pas, de pouvoir lire un texte en Wolof. C'est extrêmement compliqué. Donc je crois que cette initiative-là, pour salutaire qu'elle soit, n'est pas complète s'il ne l'accompagne pas une politique beaucoup plus large, plus sérieuse, plus profonde sur l'enseignement et la codification est déjà faite, mais l'enseignement à une large échelle des langues nationales. Donc c'est en fin de compte un problème politique aussi qui se pose là. Ensuite, sur la question de la fronde, disons que je crois tout simplement que, comme Elgas le disait, là je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que quand on écrit, je ne crois pas qu'on ait des espèces d'épées qui sont au-dessus de notre tête, l'une représentant Sembène, l'autre Senghor, l'autre Birago Diop, etc., et que l'on craindrait au point d'écrire comme eux. Je crois que l'écrivain est dans ce paradoxe-là qui veut qu'il est solitaire, mais qu'en même temps il est accompagné. Et c'est au cœur de cette tension-là, c'est-à-dire qu'il est accompagné par ses lectures, mais aussi il est solitaire face à lui-même, face à ses propres idées, et face à la façon qu'il doit avoir de les exprimer. Et c'est ça, je crois, qui est le plus important. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne pense pas du tout en écrivant dire que je vais écrire contre tel écrivain, pour me dégager de tel écrivain. Oui, mais vous pouvez écrire en réaction au manque d'impact de discours précédents. Eh bien, ça c'est un autre problème, je crois, qui a simplement trait aux réalités telles qu'elles sont vécues, à la situation, pour tout dire. Je crois que simplement les écrivains de la génération précédente avaient d'autres problèmes. C'est-à-dire que lorsque Ken Bougoul, par exemple, parle de la question de la libération sexuelle, c'était en plein dans l'air du temps. Aujourd'hui, lorsqu'Elgas parle, par exemple, de la question des talibés, c'est parce que cette question, je crois, est encore beaucoup plus violente aujourd'hui, tout simplement, et que cette urgence des sujets est aussi déterminée par le temps dans lequel ils s'inscrivent. Voilà. C'est-à-dire que, entre quand même les années 80 ou 90 et aujourd'hui, il y a eu un développement de médias, c'est-à-dire qu'on voit peut-être plus frontalement, de façon plus difficile aussi, un certain nombre de choses. Des études sont menées, le taux d'instruction grimpe sans doute, et puis on découvre plus directement sans doute ce qui se passe vraiment dans le pays. Et là, ou bien dans le monde, en ce qui me concerne pour Terre Sainte. Et voilà, c'est là on écrit simplement parce que on obéit au mouvement de sa conscience, quoi. Voilà. Alors, un tout petit point sur les langues nationales. C'est la maraude de Boubacar Boris Diop. Il la défend très bien, brillamment, et je suis très très sensible à ça. Mais aujourd'hui, Mbougar l'a évoqué très rapidement, quand on ne lit pas en français, on ne peut pas lire en Wolof. C'est aussi simple que ça. Donc on déplace le curseur du problème. C'est-à-dire aujourd'hui, le sujet aurait pu être un formidable sujet s'il n'était pas infesté par le tropisme identitaire. C'est-à-dire le côté accusatoire qu'on peut avoir en définissant certains auteurs comme potentiellement soumis, suppôts d'une langue, et qui auraient honte de leur langue. Boubacar Boris Diop a écrit en français. Il parle en français. Il est édité parfois par des éditeurs français. Il enseigne au collège américain au Nigeria. Quand il est reçu en Occident, il parle en français. Il a écrit Domigolo, il l'a traduit ensuite par les petites Laguenon, je veux dire. Donc, à un moment donné, il y a une nécessité absolue de cohérence. Aujourd'hui, au Sénégal, il faut promouvoir les langues nationales. D'ailleurs, je trouve le terme de promotion de langue nationale malvenu. La première langue qui est parlée au Sénégal aujourd'hui, c'est le Wolof. On part chez moi. Alors, vous avez commencé par
par me taquiner sur ça, sur mon ascendance casamançaise, donc je réponds. Donc je suis casamançais, mais je suis aussi sénégalais. Je suis né à Saint-Louis, donc j'ai grandi en Casamance. Voilà, j'en partage totalement l'identité. Et je m'arrêterai là, pour ne pas aggraver mon cas. Donc voilà, Boubacar Boris Diop, quand je l'invite en Casamance, on parle Diola. On rejette parfois le Wolof. Dans le Fouta, on rejette parfois le Wolof dans une opposition qui peut être violente. Sans entonner les trompettes, je veux dire, du français comme étant la langue qui sauve, parce que je trouve que ça, c'est complètement ridicule de le dire. Si on investissait aujourd'hui dans l'éducation nationale sénégalaise pour que tout le monde ait des chances d'apprendre dans plusieurs langues, on réglerait de moitié ce problème-là. Parce que si on a plus de Boubacar Boris Diop aujourd'hui, on a plus de chances de parler et d'écrire en Wolof. Si on a plus d'analphabètes qui n'écrivent ou qui n'écrivent pas du tout et qui ne parlent que dans la langue locale, on ne règle pas le problème. Donc, il faut essayer de se déprendre de cette logique revendicative, culturelle, toujours en opposition avec l'Occident, qui me paraît complètement contre-productive. Nous avons des dynamiques locales endogènes qui me paraissent beaucoup plus importantes, sans opposer forcément les deux agendas, qui sont des agendas légitimes dans le champ littéraire, dans le champ intellectuel africain. Oui, juste une dernière, voilà, donc pour continuer comme ça dans cette problématique de la langue, et puis forcément qui ouvre aussi le rapport avec la tradition. Donc ça c'est pour Elgas, donc 2 points déjà comme ça à noter. Donc le narrateur par exemple dans Un Dieu et des mœurs ne connaît pas le soninké, je crois que c'est soninké ou djoula, quelque chose comme ça. Il ne connaît pas la langue, mais c'était la langue de son père. Donc lui, il ne la parle pas bien, mais c'était la langue de son père. Donc il y a déjà comme ça ce petit décalage qui peut se noter à ce niveau-là. Et aussi, notamment, dans l'épisode où il parle de la guerre en Casamance, je note aussi très bien qu'il présente le Wolof comme étant une langue de domination. Donc la langue de domination, en tout cas, tel que les intégrantistes l'ont présenté, c'est la langue dominante. Donc d'où, justement, la question, c'est que ce soit la langue majoritaire. Ça, on l'a très bien compris, mais est-ce que, compte tenu de la diversité ethnique qu'il y a, le problème du Wolof en tant que langue principale ou bien une langue dominante ne continue pas toujours à se poser? Donc ça, c'est pour lui. Et l'autre question pour Bouga, donc concernant les langues, elle est liée au fait, donc, il y a les références à la langue Wolof. Je suppose que c'est Wolof, j'ai bien noté qu'il est sérieux, mais je pense que c'est des références à la langue Wolof, donc il y a nécessité des traductions au niveau du texte, d'où donc justement la question, pourquoi cela? Pourquoi en fait faire référence à cette langue Wolof? Est-ce que le texte avait véritablement besoin d'un salam aleikum, par exemple, qui soit indiqué? Voilà, 2 questions. Le narrateur dans Un Dieu et des mœurs, alors je me dénonce, c'est moi. Je ne voulais pas le dire. Voilà, je me dénonce, c'est bien moi. Alors oui, je suis d'ascendance soninké, je suis soninké, ma famille est soninké. Alors mon père ne nous parlait pas soninké à la maison. Ma mère est Wolof, elle nous parlait Wolof, je parle bien Wolof. Alors on peut voir le verre à moitié plein, ou choisir de le voir à moitié vide. Et sinon je parle de Diola, qui est la langue du sud du Sénégal, qui est la langue donc de l'ethnie dominante dans le sud. Donc voilà. Alors, je ne pense pas qu'il appartienne au champ intellectuel d'aller accoucher le secret des ménages pour savoir pourquoi les parents ne transmettent pas la langue. Donc voilà. On a toujours des situations singulières, et à situation singulière, forcément, héritage singulier. Donc voilà. Alors, je ne parle pas bien le soninké et je le comprends. Et aujourd'hui, il me suffirait de renouer une pratique quotidienne pour encore m'imprégner totalement de cette langue et peut-être la reparler. Donc, il n'y a pas dans l'histoire des gens qui sortent complètement en un temps donné de leur trajectoire, on va dire, ethnique ou linguistique. Ce ne sont pas des problématiques figées. Alors, quand je parle du Wolof, je ne parle pas forcément de domination en termes violents, en termes d'assujettissement, d'expropriation culturelle, comme on peut le voir dans la colonisation. Non. La Casamance a une histoire particulière vis-à-vis du Sénégal, donc ça prendrait des heures à raconter, mais pour schématiser, la Casamance
est une région assez enclavée au sud du Sénégal qui se rapproche plus de la Guinée, donc voilà, avec le Doua gambien qui traverse le Sénégal et qui sépare les deux zones géographiques. Et pendant très très longtemps, il y a eu une rébellion armée très très dure qui a fait face aux soldats sénégalais. Et dans les revendications du FDC, il y avait donc ce qu'ils ont appelé la colonisation Wolof. Et cette colonisation Wolof au Sénégal, d'autres l'ont contestée aussi, comme les Peuls, par exemple, qui sont dans le Fouta. Et moi, je suis pour une conception assez positive, assez apaisée de l'usage des langues au Sénégal. De fait, quelle que soit la douleur de l'histoire, quelle que soit l'implication des trajectoires, je veux dire, à l'intérieur du pays, la langue véhiculaire au Sénégal, c'est le Wolof. C'est la langue que la majorité parle. Si on peut construire un patrimoine fort tout en étant inclusif de toutes les autres particularités linguistiques qu'il y a au Sénégal, c'est très très important. Mais si on reproche à des gens de ne pas parler Wolof, en expliquant que c'est une part constitutive essentielle, indépassable de l'identité sénégalaise, on est dans l'exclusion. Parce que d'autres langues peuvent essayer de revendiquer le même statut et on est dans un conflit totalement infini. Donc, je milite pour qu'il y ait un usage intelligent de toutes les langues en étant réaliste. Le Wolof aujourd'hui est la part identificatoire essentielle du Sénégal en termes de langue. Tout le monde parle plus ou moins ces langues, il faut essayer de capitaliser dessus. Merci beaucoup.